Derrière chaque café qu'on achète, chaque vêtement qu'on vend en ligne, il y a une force quasi invisible qui est à l'œuvre. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce mécanisme fondamental de l'économie, le marché concurrentiel. C'est un concept qui, vous allez voir, orchestre une très grande partie de notre vie de tous les jours. Alors, pour bien comprendre, partons d'une question toute simple. Chaque matin, des millions de personnes boivent un café. Mais qui fixe le prix au juste? Est-ce que c'est le patron du bar, la grande marque, ou peut-être le producteur de grains à l'autre bout du monde? Eh bien, la réponse est à la fois beaucoup plus simple et bien plus complexe. Tout se joue au cœur de ce qu'on appelle un marché. On a souvent cette image d'Épinal, vous savez, le marché avec les étals de fruits et légumes. Mais en réalité, un marché, ça peut prendre des formes hyper variées. Ils sont absolument partout autour de nous. Pensez à Vinted, par exemple. Quand on met en vente un vieux jean, on entre dans un marché immense, totalement virtuel, où des millions d'acheteurs et de vendeurs se rencontrent sans jamais se voir. Et puis, à l'opposé, on a des mastodontes comme le marché de Rungis. Là, c'est un lieu physique, gigantesque, ultra organisé, où les professionnels viennent faire leurs courses. La concurrence y est féroce et l'offre pléthorique. Et ça va même plus loin. Un geste aussi banal que faire le plein d'essence, eh bien, ça nous connecte instantanément à un marché mondial. Le prix à la pompe, il dépend de décisions prises à Riyad, de la demande en Chine, de la géopolitique. C'est fascinant. Donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-ci. Un marché, ce n'est pas juste un endroit, c'est avant tout un système, un ensemble de règles, qu'elles soient écrites comme dans un contrat ou juste des habitudes, qui permettent à des millions de transactions de se faire dans la confiance. Sans ça, pas d'échange possible. Alors, face à cette complexité, comment les économistes font-ils pour y voir clair? Ils ne peuvent évidemment pas suivre chaque transaction une par une. Alors, ils font comme les ingénieurs ou les architectes. Ils construisent un modèle, une sorte de version simplifiée, épurée de la réalité, pour en comprendre les mécanismes essentiels. Et ça me fait penser à cette citation, je trouve, géniale de Paul Valéry. Elle résume parfaitement pourquoi on a besoin de ces modèles. Bien sûr que le modèle du marché parfait n'existe pas tel quel dans la nature. Mais c'est justement parce qu'il est simple qu'il devient un outil incroyablement puissant pour analyser les forces qui sont vraiment en jeu. Alors, quelles sont ces conditions idéales, ces fameux piliers de la concurrence parfaite? Premièrement, l'atomicité. Ça veut dire qu'il y a tellement d'acheteurs et de vendeurs que personne, tout seul, n'a le pouvoir de changer le prix. Ensuite, l'homogénéité. Tous les produits sont parfaitement identiques, comme des gouttes d'eau. Troisièmement, la transparence. Tout le monde sait tout le temps. Et enfin, la libre entrée et la mobilité des facteurs, rien n'empêche une nouvelle entreprise d'arriver ou les ressources de bouger. C'est un idéal, on est d'accord, mais c'est notre point de référence. Au cœur de ce beau modèle, tout s'anime autour de l'interaction de deux forces qui se font face. D'un côté, les acheteurs, qui créent ce qu'on appelle la demande, et de l'autre, les vendeurs, qui constituent l'offre. Du côté des acheteurs, la logique est bien assez intuitive. Si le prix de l'essence s'envole, on va sans doute réfléchir à 2 fois avant de prendre la voiture pour rien. Et inversement, si les prix chutent, on sera moins regardant. C'est ça, la loi de la demande. Plus un produit est cher, moins on en veut, et vice-versa. Et du côté des vendeurs, c'est exactement la logique inverse. Imaginez un artisan qui fabrique des chemises. Pour produire une chemise de plus, ça lui coûte un peu plus cher en temps, en tissu. C'est ce qu'on appelle le coût marginal. Il ne va donc accepter de produire cette chemise supplémentaire que si le prix de vente couvre ce coût additionnel. Logique. Donc, plus le prix du marché est élevé, plus il sera motivé à produire. C'est la loi de l'offre. Bon, maintenant, on arrive au moment un peu magique du modèle. Comment ces deux forces, l'offre et la demande, avec leurs intérêts complètement opposés, finissent par se mettre d'accord sur un seul et unique prix. Imaginons un instant. Premier cas de figure. Le prix est fixé beaucoup trop haut. Que se passe-t-il? Les vendeurs se retrouvent avec des tonnes de produits sur les bras, des invendus. Pour s'en débarrasser, ils n'ont pas le choix. Il faut baisser les prix. Maintenant, à l'inverse, si le prix est trop bas. Là, c'est la ruée. Tout le monde veut acheter et il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est la pénurie. Les vendeurs voient ça et se disent qu'ils peuvent monter les prix. C'est une sorte d'ajustement naturel et permanent. Et ce petit jeu d'ajustement, ce tâtonnement, comme disent les économistes, conduit le marché vers un point de stabilité. C'est le fameux prix d'équilibre. À ce prix-là, et seulement à celui-là, chaque produit mis en vente trouve preneur. Le marché est nettoyé et il n'y a ni surplus ni pénurie. C'est le point de rencontre parfait entre l'offre et la demande. Ok, donc le marché trouve son équilibre, super. Mais et alors, en quoi c'est une bonne chose? Pourquoi est-ce qu'on participe tous à ces marchés? La réponse, elle se trouve dans ce qu'on appelle les gains à l'échange. Pour bien piger ça, on va faire une petite expérience de pensée. Prenez cette paire de baskets. Imaginons que son prix sur le marché, son prix d'équilibre, soit de 90 €.
Maintenant, la question à se poser, c'est, personnellement, pour cette paire précise, quel est le montant maximum, la limite absolue qu'on serait prêt à débourser? Ce montant très personnel, c'est ce que les économistes appellent le prix de réserve. Alors, imaginons un acheteur qui les adore. Pour lui, elles valent vraiment le coup. Et sa limite perso, c'est 120 euros. Il ne mettra pas un centime de plus. Eh bien, comme le prix du marché est de 90 euros, cet acheteur fait une bonne affaire psychologique de 30 euros. Ce n'est pas de l'argent qu'il gagne, bien sûr. Mais il repart avec un objet qui, pour lui, a plus de valeur que ce qu'il a payé. C'est ça, le fameux surplus du consommateur. Et ce qui est vraiment puissant dans ce concept, c'est que le gain n'est pas que pour l'acheteur. Le vendeur aussi réalise un surplus. Il vend à 90 euros un produit qui lui a peut-être coûté seulement 50 euros à fabriquer. Et la théorie économique nous dit une chose assez forte. Quand le marché fonctionne librement, à ce point d'équilibre, la somme de tous ces petits surplus individuels, le surplus total pour la société, est à son maximum. C'est un mécanisme qui, spontanément, crée un maximum de valeur. Bon, tout ça, c'est la théorie. C'est bien joli. Mais dans la vraie vie, à quoi ça nous sert de savoir ça? Eh bien, ce modèle est un outil formidable pour analyser des situations concrètes, comme l'impact d'une décision politique par exemple. Regardons ce cas très concret. On prend un marché immobilier et l'État décide d'y mettre une taxe de 2 000 euros sur chaque transaction. Avant la taxe, c'est simple, l'acheteur paye 10 000, le vendeur reçoit 10 000. Mais après, regardez bien. Le prix pour l'acheteur monte à 11 667 euros. Mais le vendeur, lui, ne touche que 9 667 euros. La différence de 2 000, c'est pour l'État. La taxe est donc partagée entre les deux. Mais le point le plus important, il est là. La quantité totale de mètres carrés échangés a diminué. L'intervention a en quelque sorte cassé des échanges qui auraient eu lieu autrement. Et donc, elle a réduit le gain total pour la société. Et tout ça, ça nous amène à une question vraiment fondamentale. Si le marché libre est si efficace pour créer de la valeur, pourquoi est-ce qu'on y intervient si souvent, avec des taxes, des régulations? Eh bien, tout simplement parce que l'efficacité économique n'est pas la seule chose qui compte dans une société. Il y a aussi l'équité, la justice sociale, la protection d'environnement. Et tout l'enjeu des politiques publiques, c'est justement de trouver cet équilibre, souvent précaire, entre laisser le marché faire ce qu'il fait de mieux et corriger ses effets quand ils entrent en conflit avec d'autres valeurs qui nous sont chères. C'est peut-être ça, le plus grand défi.